Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. On a tous déjà cru à des fausses informations et aujourd'hui on va comprendre pourquoi. Alors une étude du MIT publiée dans la revue Science en 2018 montre que les fausses informations ont tendance à être partagées de façon bien plus importante que les informations vérifiées, et notamment sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, selon un sondage Odoxa Dentsu Consulting pour France Info qui date de 2019, un tiers des Français auraient déjà relayé des fausses informations par erreur. Alors l'objet de cette vidéo, c'est pas du tout de dire honte à ceux qui partagent ou alors qui relaient ou qui croient à des fausses informations. L'idée, c'est plutôt de comprendre pourquoi est-ce qu'on peut, chacun d'entre nous, croire à des fausses informations, mais aussi du coup en conséquence, comment s'en protéger. Au passage, pour cette vidéo, je me suis entouré de Génération Numérique. C'est donc une association qui intervient en milieu scolaire pour aider les jeunes à se forger un esprit critique, et cette vidéo est donc faite en collaboration avec eux et avec le soutien de YouTube. Alors on va donc se plonger dans le fonctionnement de notre cerveau sans que ça devienne trop complexe, pas d'inquiétude, mais vous allez le voir, c'est vraiment fascinant de voir comment est-ce que notre cerveau peut se retrouver piégé face à des fausses infos. Et en l'occurrence, si on est piégé, ça peut être notamment à cause de ce que l'on appelle des biais cognitifs. En gros, c'est des distorsions dans notre façon de voir les choses. Il y en a beaucoup des biais cognitifs, mais aujourd'hui, je vais vous en présenter 6 principaux. Alors, selon Albert Mokibert, qui est docteur en neurosciences, on pourrait parfois croire aux fake news parce qu'on cherche à trouver un sens aux événements, et je vais vous présenter en l'occurrence 3 biais qui vont dans ce sens. Le premier biais super intéressant dont je voulais vous parler, c'est le biais de proportionnalité. En gros, on a tendance à croire qu'un événement important a forcément une cause importante. On va prendre l'exemple d'un accident de voiture. C'est évidemment un événement tragique pour tout le monde, mais en réalité, notre cerveau a tendance à l'analyser différemment selon qui est la victime. Alors quand c'est un inconnu, on croit facilement à un accident, mais en revanche, si on prend l'exemple de la princesse Diana qui est décédée dans un accident de voiture, ou alors plus largement toute autre personnalité connue, eh bien on aura beaucoup plus tendance à penser que la cause n'est pas vraiment un accident et qu'il y a quelque chose derrière. Alors c'est en partie compréhensible parce qu'on peut supposer qu'une personne importante ou connue fait aussi face à beaucoup plus de menaces volontaires, mais tout de même les accidents, eh bien ça peut aussi arriver chez des personnes connues, et donc il faut faire attention à pas avoir ce raisonnement et ce biais systématique de se dire si c'est une personne connue, c'est que forcément il y a eu un complot ou quelque chose derrière. L'autre biais que je trouve super intéressant, c'est le biais d'intentionnalité. En gros, c'est la tendance qu'ont les individus à voir le comportement des autres ou un événement comme forcément intentionnel. Alors vous allez le voir, c'est assez proche du biais précédent, mais en gros on va prendre l'exemple de la crise du coronavirus. Eh bien ses conséquences sont tellement désastreuses que certains ont du mal à croire que le départ du coronavirus et du Covid sur la planète puisse être un accident et que personne ne l'a orchestré derrière. C'est d'ailleurs pour ça que plusieurs théories ont vu le jour au début de la pandémie de coronavirus. Il y a une fausse information par exemple qui a beaucoup circulé qui disait que le coronavirus avait été créé intentionnellement par l'Institut Pasteur en France pour se faire de l'argent avec les vaccins. Alors spoiler, non, ce n'est pas l'Institut Pasteur qui a créé le coronavirus, et d'ailleurs pour la petite histoire, eh bien l'Institut Pasteur aujourd'hui n'a toujours pas réussi à développer un vaccin. Alors attention, pour cet exemple comme pour l'autre à l'instant de l'accident de voiture, quand je dis ça, je suis pas en train de dire qu'on est sûr que le coronavirus est né d'un accident, mais simplement faut faire attention donc à ce biais qui viendrait chercher des raisons derrière et des causes potentielles quand il n'y en a pas forcément, en tout cas qui sont établies aujourd'hui. Le dernier biais un peu du même type que je voulais vous présenter, c'est le biais de corrélation illusoire, aussi appelé biais de conjonction. En fait, ce biais pousse notre cerveau à imaginer des liens entre deux facteurs lorsqu'ils vont dans la même direction. En gros, notre esprit fait des liens entre des événements qui n'ont pourtant rien à voir, simplement parce qu'ils se passent au même moment. D'ailleurs, je vous mets directement en description un lien vers un site plutôt sympa créé par un américain qui montre des similitudes assez absurdes. Par exemple, on y apprend que le taux de divorce dans l'état du Maine aux États-Unis a une courbe presque similaire à celle de la consommation de margarine, alors qu'il n'y a évidemment aucun rapport. Et donc c'est ce genre de choses, d'exemples qui peut donner naissance à des fausses informations avec des conclusions un peu hâtives qui seraient faites par un simple rapprochement entre deux données, alors qu'il n'y a pas forcément de lien entre ces deux données. Alors vous avez compris le principe, maintenant je vous présente 3 autres biais qui sont un peu différents. Le premier que je vais vous présenter, c'est ce qu'on appelle l'effet de vérité illusoire. Alors c'est toujours des termes un peu mystiques, hein, dit comme ça, mais en gros ce biais pousse notre cerveau à croire plus facilement à une information quand on nous la
répète ou alors qu'on la lit plusieurs fois. Par exemple, au début de la crise du coronavirus, la fausse idée selon laquelle se vaporiser du chlore ou alors de l'alcool sur tout le corps permettait de tuer le virus avait pas mal circulé sur les réseaux sociaux, et pas qu'en France, aussi à l'étranger et notamment aux États-Unis. Et en fait, la première fois qu'une personne lit une info comme celle-là, logiquement elle peut être surprise et ne pas y croire. Le truc c'est que si en l'espace de quelques jours, cette même personne va lire cette information plusieurs fois et qu'elle va avoir tendance à le croire parce que ça vient de personnes en qui elle a confiance ou autre, et bien son cerveau peut commencer là aussi à y croire, et c'est ce que l'on appelle du coup l'effet de vérité illusoire, avec une vérité potentielle qui est répétée plusieurs fois. Deuxième biais que je voulais évoquer avec vous, c'est ce que l'on appelle l'effet de halo, aussi parfois appelé l'effet de notoriété ou alors effet de contamination. En gros, ça se manifeste quand notre perception d'une personne ou alors d'un groupe dépend de l'opinion qu'on s'en était faite lors de notre première impression. Par exemple, en 2018, la marque H&M avait été au cœur d'un bad buzz parce qu'elle avait publié une photo considérée comme étant raciste par de nombreux internautes qui avaient donc développé une mauvaise opinion de la marque. Et un mois plus tard, la marque H&M a donc publié ses résultats financiers de 2017. Et à ce moment-là, c'est super intéressant parce qu'on a eu des médias qui ont fait un parallèle entre les résultats financiers de 2017 et ce bad buzz de H&M en 2018. Or, il n'y a absolument aucun rapport puisque logiquement, les résultats financiers de 2017 n'ont pas pu être impactés par le bad buzz potentiel qui a eu lieu un an après en 2018. Pour faire simple, donc les internautes avaient une mauvaise impression de H&M et c'est cette mauvaise impression qui a fait qu'ils ont vu un lien et qu'ils ont cru que les résultats financiers étaient dus à ce bad buzz alors que pas du tout, ça n'avait absolument rien à voir. Alors il y a aussi des personnes qui sont particulièrement victimes des fake news à cause de l'effet Dunning-Kruger. Concrètement, c'est un biais cognitif qui fait que les individus peuvent souvent surestimer leurs compétences dans un domaine dans lequel ils ne sont pourtant pas vraiment qualifiés. Et ça, je pense qu'on l'a peut-être tous fait un peu à titre personnel en tirant parfois des conclusions sur les mesures à mettre en place ou non et en regardant un peu de nous-mêmes les cours d'épidémie ces derniers mois, alors que logiquement on n'a pas forcément toutes les clés en main toujours pour le faire. Alors attention, évidemment je suis pas en train de dire qu'il faut pas avoir cet esprit de curiosité pour comprendre ce qu'il en est, comment ça fonctionne, etc. Au contraire, c'est super sain de s'intéresser à tout ça et à ce qui se passe autour de nous, mais en l'occurrence parfois il peut y avoir un excès de confiance qui va donner l'impression qu'on aura nécessairement et forcément la capacité à déceler une fausse information, ce qui n'est malheureusement pas toujours le cas, et c'est normal puisqu'on n'est pas expert sur tous les sujets, et à titre personnel, je suis pas épidémiologiste, du coup je me base beaucoup sur le travail d'épidémiologiste plus que sur mon analyse personnelle pour comprendre la situation. Enfin, le dernier biais que je voulais vous présenter, qui est assez proche de l'effet de halo avec la marque H&M que je viens de vous présenter, c'est le biais de confirmation. En fait, c'est un biais qui nous pousse à croire des informations qui s'accordent avec nos croyances. En gros, on est plus susceptible de croire à des fausses informations quand elles confirment ce que l'on croit déjà. Et je vous donne un exemple, si on ne croit pas au dérèglement climatique, on aura plus tendance à croire ceux qui disent que le phénomène n'existe pas plutôt que le contraire. Alors tout ça, ça lance le débat et le sujet des bulles de filtre. C'est un sujet qu'on a beaucoup entendu dans les médias ces dernières années parce que c'est un sujet très présent. En gros, les réseaux sociaux sont accusés de créer des bulles de filtre où en fait, via l'algorithme, ça nous propose des contenus qui sont en accord avec nos opinions ou nos idées. Et du coup, en fait, de notre côté, on est plus susceptible d'avoir une opinion affirmée, voire de croire à des fausses informations parce que les réseaux sociaux nous poussent des contenus qui vont dans le sens de ce que l'on pense aujourd'hui. Alors, je le disais en début de vidéo, on a tous déjà cru d'une façon ou d'une autre, même au collège ou au lycée quand on était petit, à une rumeur ou alors à une fausse information, dans l'actualité du coup, ou même dans la vie de tous les jours. Et l'objet de cette vidéo, je le répète, mais c'est important pour moi de le dire, c'est pas de dire oh tant pis, on va continuer à y croire, de toute façon c'est mon cerveau qui est comme ça, mais l'idée c'est plutôt d'être conscient que ces biais, eh bien elles sont présents, on peut tous les avoir et on doit du coup pouvoir essayer d'en être conscient pour lutter contre. On arrive donc à la fin de cette vidéo et ça me semblait assez essentiel de dire quelques mots pour conclure là-dessus. Aujourd'hui, il y a une forme de remise en question des personnalités politiques chez une grande partie de la population et ça se comprend totalement, c'est même normal d'avoir cette remise en question et cet esprit critique. Et justement, cet esprit critique qu'on a à juste titre quand on est face à un politique, on doit aussi l'avoir quand on est face à quelque chose que l'on lit par exemple en ligne. Et faire ça, ça veut pas dire refuser intégralement tout ce qui se présente à moi, que ce soit des politiques ou des choses en ligne. Il y a plein de choses super intéressantes en ligne, mais c'est du coup avoir simplement ce regard et ce questionnement sans tomber dans la paranoïa, mais simplement ce
regard pour être sûr de ne pas tomber dans des biais ou dans des pièges qui nous seraient éventuellement tendus. Au passage, j'ai présenté là seulement quelques biais, mais on aura l'occasion de parler de plein d'autres mécanismes ou encore aussi des mécanismes de rhétorique qui peuvent convaincre avec malhonnêteté. Et ça, en l'occurrence, j'aurai l'occasion de vous en reparler dans une vidéo dans les semaines à venir. En tout cas, quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle a donc été réalisée en collaboration avec Génération Numérique et avec le soutien de YouTube. En description, je vous mets plein de liens en description, il y a vraiment plein de ressources qui devraient vous intéresser. Je sais pas si c'est quelque chose qui vous intéresse tout simplement. Il y a notamment des chaînes YouTube, la chaîne YouTube de La Tronche en Biais, de Hygiène Mentale ou encore de Défécateur qui font un travail formidable directement sur YouTube pour sensibiliser à ça et à plein d'autres choses. Donc vraiment, je vous recommande très vivement leur chaîne. Les liens sont directement en description. Je crois que j'ai tout dit, surtout prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.